Le juge François Renault a été assassiné à Lyon il y a 50 ans. Surnommé le shérif, il était détesté par les nombreux truands lyonnais, dont certains étaient protégés par des policiers et des élus corrompus. Alors, qui pouvait prendre le risque d'abattre un juge, réputé à la fois pour son élégance, mais aussi sa rudesse? Aucun suspect n'a été entendu par les enquêteurs tout au long de l'enquête qui a duré 17 ans. La justice a fini par jeter l'éponge en signant un non-lieu à cette affaire très sensible. Alors, 50 ans après ce drame, que reste-t-il de cet imbroglio à la lyonnaise, de cet assassinat sans assassin, de cette justice qui a été incapable de mettre en lumière la vérité sur l'assassinat de l'un de ses plus fidèles serviteurs? Revenons aux faits. Ce devait être une douce nuit d'été, celle du 2 au 3 juillet 1975 à Lyon. Et plus précisément, montée de l'Observance, au-dessus de la Saône paisible, à 2 pas de Fourvière. Il est environ 2h30 lorsque plusieurs coups de feu retentissent, trouant brutalement cette quiétude. 2, 3, 5, puis un silence avant une ultime salve de 3 balles, laissant derrière elle 2 corps gisant par terre. L'un des 2 se relève, une femme, l'air hagard, qui cherche à comprendre ce qui vient de se passer sous ses yeux. Là, devant elle, c'est bien le corps de l'homme qu'elle aime qui ne bouge plus. C'est François Renault, le premier juge d'instruction de Lyon, qui vient d'être abattu comme un chien à bout portant. Il avait 52 ans. Mais que s'est-il donc passé? Je reçois à 1h30 du matin, ils disent faire tuer vers 1h, et à 1h30 on me réveille. C'est mon service. Monsieur le patron, on s'excuse, mais c'est grave. Allez, ne pas vous excuser, c'est quoi? On vient de tuer le juge. Quoi? On l'a tué. Mais où ça? Montée d'Observance, là où j'ai monté. Oh, ça m'a foutu un choc. Je dis, j'y vais. Il y avait une flaque de sang auprès de la bagnole auprès de laquelle il s'est allongé sur sa maîtresse pour la protéger, avec un peu de cervelle. François Renault et sa compagne rentrent d'une soirée chez des amis. Garant sa BMW 2002, près de leur résidence, ils sont abordés par une voiture. À l'intérieur, des hommes cagoulés et armés. 2 coups de feu sont tirés, mais François Renault réussit à les esquiver. Le couple court alors pour se mettre à l'abri, mais les tireurs les poursuivent. François Renault entraîne Geneviève dans une course haletante, tout en essayant d'éviter les balles. Découvrant leur cachette entre 2 voitures, l'un des tireurs retourne sauvagement François Renault d'un coup de pied afin que le magistrat puisse, probablement, bien identifier le visage de son assassin, celui qui va l'abattre impitoyablement à bout portant de 3 balles dans la tête. Sa compagne est épargnée par les tirs. Elle part prévenir Francis, le fils de François Renault. Âgé de 20 ans, ce dernier habite dans la même résidence que son père. Moi, je dormais dans l'appartement. J'avais un studio à côté de chez mon père. Et puis Geneviève, donc, qui a échappé à l'attentat, est venue taper à ma porte. Elle m'a dit, voilà, papa a eu un accident. J'ai appelé les pompiers. Et puis, je suis descendu. Et effectivement, je l'ai vu, il était là. Mais il était inconscient. Elle n'a pas pu prononcer « papa est mort » ou « papa a été agressé ». Non, il a dit « papa a eu un accident ». Je me souviens de ça très bien. Mais vous savez, elle était complètement paniquée. Elle a mis une vie à s'en remettre, elle. L'annonce de cet assassinat secoue toute la ville. Son fils Roland, détenu à la prison Saint-Paul depuis 1 mois pour trafic de hashish, apprend la nouvelle à la radio dans sa cellule. Ses voisins explosent de joie et frappent les barreaux avec des ustensiles métalliques. Lui est extrait de sa cellule en catimini. Un chauffeur du président de la cour d'appel l'attend pour être emmené dans le bureau du procureur de la République. Le 4 juillet, le garde des Sceaux, Jean Le Canuet, assiste à la levée du corps du juge.
le ministre de la Justice rend hommage au sacrifice de François Renault. Une semaine plus tard, Roland et Francis sont reçus par le garde des Sceaux. Mais l'entretien tourne vite au vinaigre, car le ministre laisse entendre que cet assassinat pourrait être lié à la vie personnelle de François Renault. Ce qui fait réagir très vivement Francis, qui perd son sang-froid. On raconte tellement de choses sur cette personnalité flamboyante et imprévoyante. Qui était-il ? François Renault est né en Indochine, d'une famille originaire de Saône-et-Loire. Son père est alors médecin militaire, basé dans cette colonie française. Il entre dans la résistance pendant la guerre dans le maquis de Lèves, en Saône-et-Loire. Mais il est blessé grièvement à la fin de la guerre. Il arrive à Lyon pour suivre ses études de droit, avant d'entrer dans la magistrature, où il commence comme juge en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Niger et au Mali. Il se marie avec Lydia, la mère de ses 2 enfants, Roland et Francis. Puis il revient à Lyon en 1966, après avoir divorcé pour occuper le poste de juge d'instruction. Il a très vite senti qu'il était différent des autres magistrats, plutôt engoncé. Son allure de dandy, avec sa moustache en croc, son élégance soignée, provoque le gris sombre de l'accoutrement des juges de la place lyonnaise. Lui fréquente les bars, les établissements de nuit. Au-delà de ses traits de caractère qui vont lui coller à la peau jusqu'à sa mort, et même après, c'était un grand bosseur, apprécié des policiers pour sa ténacité. Il devient premier juge d'instruction en 1973 et grâce à cette promotion, il se voit attribuer les dossiers criminels les plus sensibles. Un personnage fort, haut en couleur, avec une énergie colossale et qui avait des valeurs de fond. C'est-à-dire que c'est un homme qui se préoccupait assez peu des questions de détail, de la morale, disons de l'ordre établi d'une manière générale, et il s'intéressait aux valeurs de fond. Il était très investi dans ses dossiers. Je le voyais même faire des planches parce qu'il était franc-maçon. Je le voyais avec des dossiers énormes, quelquefois le week-end. Il faisait du sport, il faisait de l'équitation, il partait en voyage. C'est en fait un paradoxe vivant. C'est un mélange de sérieux et de fantaisie. Un mélange de formalisme et d'anticonformisme. L'arrivée de François a été une innovation pour l'ensemble du monde judiciaire lyonnais. Il arrivait avec son passé d'ancien résistant, bien entendu, ses amitiés politiques, mais ses amitiés personnelles. Et ce personnage dont la vêture était complètement différente de celle des austères magistrats qui essayaient de ressembler à leurs prédécesseurs. Il a remonté toute une colonne d'Allemands, de soldats allemands, en les mitraillant sur un sidecar. C'était quelqu'un qui était un héros, qui avait le sens du don de soi. Donc, des gens comme ça, j'en ai jamais rencontré. C'était un juge qui avait une présence, qui avait un charisme certain et qui impressionnait souvent les jeunes avocats. On savait très bien que quand on rentrait dans son cabinet, il fallait faire attention quand on défendait son client et qu'il n'était pas avare ni de questions, ni parfois de répression. Je pense qu'il n'a jamais hésité. Je pense que c'est quelqu'un qui a été, dans sa fonction, exemplaire. Un magistrat exemplaire donc, alors que l'état-major de la police lyonnaise vient d'être en grande partie décimé suite à des affaires de proxénétisme et de liens trop étroits avec les malfrats. L'arrivée en 1971 du commissaire Pierre Richard va l'aider dans sa mission. Il y avait des gangsters d'un niveau, mais exceptionnel. Alors, quand on arrive, Lyon, c'est la merde. Le SRPJ est en rupture totale avec la justice. Totale. Même dit, ce qui est curieux, c'est que
À chaque fois qu'il y a une merde, il y en a en permanence qui arrive au parquet de Lyon, on attend que ce soit Renault qui soit de service, et c'est lui qui se ramasse. François Renault se rend compte aussi que certaines affaires traînent, compte tenu du peu d'implication de certains officiers de police. François Renault était détesté par tous les détenus et les prévenus parmi les plus dangereux. Et de même, certains avocats ne cachaient pas leur antipathie à son égard. Son nom avait été hué lors de la mutinerie de la prison Saint-Paul en 1973. Et sa ténacité à vouloir faire avouer les prévenus en supprimant les parloirs et surtout en mettant en prison les conjointes des prévenus renforce cette aversion à son égard. Il s'en prend aux femmes. L'erreur de François, je pense que c'est ça. Intimider avec les femmes, fallait pas. C'est vrai qu'il y avait cette notion de shérif. Le juge d'instruction, c'est celui qui dirigeait les enquêtes criminelles. Le juge d'instruction, on l'appelait l'homme le plus puissant de France. Il avait le pouvoir d'incarcérer, il avait tous les pouvoirs qui ont été maintenant séparés depuis la loi Guigou de 2000. Premier juge d'instruction depuis 1973. Toutes les affaires sensibles passent donc entre ses mains. Et comme Lyon, à cette époque, est considérée comme la capitale du crime, la place forte du proxénétisme, des braquages et du racket en tout genre, les règlements de compte ne manquent pas. Les cerveaux du grand banditisme défilent dans son bureau. Certains sont d'anciens résistants, reconvertis dans le monde des affaires obscures. D'autres sont revenus complètement désorientés de la guerre d'Algérie. Le juge hérite de plusieurs dossiers sensibles de l'époque. Mais ce qui occupe le plus le juge depuis ces 2 dernières années, c'est le gang des Lyonnais, une équipe où l'on retrouve des profils de malfaiteurs malins et chevronnés. Nick le Grec, Pipo, Christo, le Docteur, Momon ou encore Jean Auger, dit le Petit Jeannot, surnommé aussi la Cuillère, puisque durant ses années en Algérie, on raconte qu'il énucléait ses victimes avec une cuillère. Il figure aussi parmi les responsables du SAC à Lyon. Cette organisation, le service d'action civique, se veut une police parallèle, d'abord dévouée au général de Gaulle, mais devenue une milice aux actions douteuses, avec en son sein des policiers et des hommes au casier judiciaire déjà bien rempli. Tous prêts à en découdre face à des communistes, cégétistes et autres groupes se revendiquant de gauche. En échange, la police ferme les yeux ou se montre très indulgente à leur égard. On trouvera notamment, lors de l'arrestation d'une partie du gang des Lyonnais, des cartes routières leur permettant d'éviter les contrôles de police après des braquages. Malgré cette collusion, le tableau de chasse du gang des Lyonnais, comprenant une quarantaine de hold-up, dont celui de la Poste à Strasbourg le 30 juin 1971, finit par agacer le gouvernement. Le commissaire Pierre Richard se voit doté d'un effectif très important pour tenter de mettre la main sur ce gang. Ce qui sera fait en décembre 1974, après 2 années de traque et de nombreuses filatures. Momon Vidal est ainsi interpellé le 19 décembre dans le hall d'un immeuble de la Duchère à Lyon. Certes, les arrestations, avec 16 truands sous les verrous, ne se font pas en flagrant délit, comme le juge et le commissaire l'auraient souhaité, mais le plus gros a été fait. Les interrogatoires peuvent commencer. Et c'est l'association de malfaiteurs la plus puissante, la plus déterminée, la plus efficace qu'on ait jamais connue en France. Avec la complicité d'autres juges lyonnais, notamment les jeunes juges de la section financière, François Renault mène des investigations pour prouver le lien entre le hold-up de Strasbourg et le financement de partis politiques via le SAC. Le juge enquête et veut travailler cette piste sans l'ébruiter. Or, à la veille de l'élection présidentielle de mai 1974, son homologue François Colcombet, jeune fondateur du syndicat de la magistrature, intervient sur le plateau des dossiers de l'écran et déclare « Nous espérons ne pas avoir à découvrir que le hold-up de Strasbourg a servi à remplir les caisses d'une organisation politique. » Très remonté, François Renault sait que son enquête est désormais fragilisée par ses révélations maladroites devant des millions de Français et que sa vie peut être menacée. Pourtant, à son entourage, inquiet, il ne cesse de clamer « Ils n'oseront jamais !»
le 23 juin 1975, le commissaire insiste pour le rencontrer car il a une mauvaise nouvelle. Et puis, un jour, mon chef de détachement, qui était remarquable, que j'avais connu en Algérie, où il était capitaine, me téléphone de Grenoble et me dit « Patron, je vous appelle. » Ça, c'est le vendredi avant sa mort. Mais là, je lui apporte un Colt 1143 et 2 chargeurs de réserve. Dire une chose qui ne va pas vous faire plaisir, vous êtes menacé. Il se peut rigoler. Enfin, à la veille du crime, il s'épanche auprès de son fils Francis, comme il ne l'avait jamais fait. Il m'a dit ça, mais en plus, il avait une façon très légère de dire des choses graves, en fin de compte. Hein. Il m'a dit ça de manière presque légère, en me disant, voilà, donc je suis sur une grosse affaire, je vais peut-être me faire flinguer, tu feras ça et ça, etc. Puis il est passé à autre chose. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout réalisé. Et puis effectivement, la nuit suivante, ça s'est passé. Donc il me dit, voilà, je vais peut-être me faire descendre parce que je suis fidèle à mon serment de magistrat et je ne baisserai pas les bras. 2 pistes sont clairement établies. La piste règlement de compte, ou la piste politico-crapuleuse, en lien ou non avec le SAC. Il est question aussi du SAC par les avocats qui parlent de l'époque, qui parlent de l'intervention du SAC, qui était une espèce d'officine qui était chargée des basses besognes, enfin dirigée par Jacques Faucard et Paul Comiti, des proches et par Pasqua par la suite. Face à un tel drame qui a choqué la France entière, chacun pouvait s'attendre à ce que les pouvoirs publics concernés se donnent tous les moyens pour trouver les vrais coupables et les vrais responsables. Que l'enquête soit rondement menée, avec des interpellations, des arrestations, puis un jugement en bonne et due forme. Il n'en fut rien. Pourtant, toutes les informations qui remontent auprès des enquêteurs démontrent bel et bien le caractère organisé et donc prémédité de ce meurtre. Parmi les indices retrouvés à proximité du lieu du crime, des cartouches de calibre 38 spécial, portant chacune une griffure sur le culot et une éraflure sur le plomb. De quoi rendre les projectiles encore plus pénétrants. C'est aussi la signature du milieu, des truands prêts à tuer avec ces fameuses balles écrasantes. Pour se venger ou pour répondre à la demande d'un commanditaire ? Les Progrès de Lyon titre guet-apens des voyous lyonnais ou exécution pour empêcher la sortie d'un gros dossier. Donc, crime simplement crapuleux ou crime commandité par un gros commanditaire. Et évidemment, on pense tout de suite au gang des Lyonnais et ses liens avec le SAC, puisque mon père était convaincu de ce lien et il était convaincu que le hold-up de la Poste de Strasbourg avait servi à alimenter les caisses de l'UDR via le SAC. Sur place, les rares témoins visuels de l'assassinat se montrent peu précis dans la description des faits. Aussi, le commissaire Pierre Richard s'attache à faire parler ses informateurs. Et le 2 janvier 1976, il remet son rapport classé confidentiel uniquement à ses supérieurs hiérarchiques. 3 tireurs présumés y sont désignés. Robert Alfani, dit Fafa, Michel Lamouret, dit Michou, et le Stéphanois Jean-Pierre Marin. Mais ces 3 malfaiteurs chevronnés n'ont jamais été précédemment interrogés par le juge Renaud. Alors pourquoi eux ? Les 3 auraient été liés par un contrat dont le cerveau, Edmond Vidal, aurait orchestré l'exécution du juge en guise de compensation. Objectif ? Se venger du juge qui s'en prenait aussi aux femmes, aux mères ou aux maîtresses des truands du gang des Lyonnais. Mais peut-on imaginer qu'Edmond Vidal et les siens aient voulu prendre le risque d'être condamnés plus sévèrement, voire à la peine capitale, pour se libérer définitivement du joug du juge ? Dès le 7 juillet 1975, Edmond Vidal remet une lettre à son avocat, Maître Ambre, pour se dégager de tout soupçon concernant son implication dans ce crime. Les semaines se suivent et les résultats des enquêtes se font attendre. Jusqu'au jour où,
le nouveau préfet de police, Roger Schex, commet une gaffe devant des journalistes lors d'une cérémonie de vœux au début de l'année 1976. Donc 6 mois après, le préfet Schex fait cette sortie, il laisse entendre que les assassins sont connus, identifiés de façon certaine, et du coup il met le feu aux poudres. Les journaux désignent 2 hommes comme étant les assassins par allusion. Finalement, les 2 hommes qui s'appellent Marin et Lamouret se mettent sous la protection de leur avocat. Donc on est déjà dans une situation assez ubuesque où le magistrat en charge du dossier apprend les éléments du dossier par les médias ou par l'avocat des suspects auxquels il n'a rien à reprocher. Les responsables présumés de l'assassinat du juge François Renault sont en état d'agitation. Marin, notamment, est surveillé puis repéré à Champagne-en-Mont-d'Or. Une opération policière est mise en place pour l'arrêter vivant, mais il est abattu par un policier alors qu'il tentait de s'enfuir. 27 impacts de balles sont recensés dans sa voiture. Légitime défense ou bavure policière ? Des questions se posent. Il n'a jamais été démontré que Marin était armé dans sa voiture. Il semble que tout a été fait davantage pour supprimer un témoin qui risquait de s'avérer gênant. Lors du procès du gang des Lyonnais, qui s'ouvre à Lyon le 21 juin 1977, l'ombre du juge Renault plane bien sûr au-dessus de la cour. Mais il ne s'agit pas du procès de ces tueurs. Celui-ci ne verra jamais le jour. On a beau se frotter les yeux, écouter les témoignages, éplucher les rapports, nous sommes face à un puzzle inextricable dans lequel il manque de nombreuses pièces. Et ce n'est pas la succession de 6 juges d'instruction en 17 ans qui va nous permettre de recoller les morceaux. Résultat de ce qui pourrait ressembler à une passivité, aucune interpellation n'a été effectuée au cours de toutes ces années, alors que le nom des criminels présumés a été avancé à plusieurs reprises dans les rapports de police. Une initiative vivement contestée par la famille de François Renault. La prescription signifiée en 2004 anéantit tout espoir de découvrir la vérité sur l'assassinat d'un serviteur hors pair de la justice. Au-delà de cette inertie judiciaire, il convient de constater l'absence d'une volonté politique depuis 1975 pour trouver les coupables et les responsables. Ainsi, 50 ans après, on peut s'interroger par exemple sur le silence pesant de Maître Badinter, premier avocat de la famille Renault. Pourtant si convaincant pour faire progresser l'institution judiciaire, il n'a pas cherché à remuer ciel et terre pour faire aboutir l'enquête en tant que garde des Sceaux dès 1981. On n'a pas voulu remuer tout ça parce que je te tiens, tu me tiens, la gauche avait des casseroles, la droite avait des casseroles et finalement il y a eu une espèce de consensus pour ne pas trop aller trop loin dans tout ça parce que quelque part c'est vrai qu'aussi c'est un peu l'image de la France qui en prend un coup. On avait la sensation que l'on savait et on avait la sensation que l'on ne voulait pas savoir. Et donc pour essayer de combattre cette volonté de ne pas savoir, ou plutôt cette, je vais employer le mot, peut-être une raison d'État, on ne sait pas très bien, mais en tout cas l'appareil judiciaire pour moi n'était pas assez mobilisé, voilà, très clairement. Pourtant, le dossier Renault reste sensible et il a continué, malgré le silence des politiques, à gêner certains dès lors que le sujet était abordé par certains médias. Ainsi, en février 1982, l'étude de Maître Bismuth, qui a succédé à Maître Badinter à Lyon, est visitée quelques jours seulement après une émission de télévision sur France 3 où il est question de nouvelles auditions. En effet, le cabinet était dans un sale état, la porte avait été forcée, on avait certainement lancé un engin incendiaire. Donc il y a aussi quelques interrogations qu'on peut avoir. Si c'était que cela, mais quelque temps après, je rentre chez moi, c'était un jour d'hiver, et j'ai vu quelques personnes sortir de chez moi, rien n'a été volé, rien. Qu'est-ce qui se serait passé si? Je n'en sais rien. Mais des invraisemblances, comme la disparition des coupures de presse que le juge gardait précieusement et qui traitaient des liens probables entre le financement de l'UDR par le gang des Lyonnais via le SAC. Le dossier se trouvait, selon son greffier principal, Nicole Ranck, sur son bureau la veille de sa mort. Le lendemain, quand elle y est retournée, les policiers étaient en train de le fouiller sans ménagement. Curieusement aussi, celle avec qui le juge a travaillé en étroite collaboration n'a été entendue que 7 ans après l'assassinat. Elle rapporte une autre disparition suspecte.
les pièces à conviction. Nicole Rank avait bien noté sur les cartons « ne pas détruire ». Mais elles auraient disparu de la salle de conservation située dans les sous-sols du palais de justice de Lyon. Tout comme les registres des scellés. Contactée par le Progrès, la Cour d'appel de Lyon a répondu le 20 juin que le parquet général ne sera pas en mesure d'apporter une réponse dans les prochains jours. Pierre Mérindol, le renommé grand reporter du Progrès, écrivait 10 ans après l'assassinat du juge. En ce qui concerne la mort de François Renault, c'est un véritable sentiment d'abandon qui s'impose depuis des années. 40 ans après, force est de constater ce même sentiment d'abandon. En 50 ans, aucun garde des Sceaux n'a daigné saluer sa mémoire sous quelque forme que ce soit, à commencer par une citation à l'ordre de la nation. Face à ce sentiment d'abandon, face à ce tumulte du silence imposé, comme le déplore Maître Bismuth, que faut-il faire ? Je ne pense pas qu'il soit possible, pour l'assassinat d'un juge, qu'il y ait notion de prescription qui puisse intervenir. C'est inadmissible. On devrait être toujours en quête de la vérité. Et surtout, je m'interroge, parce qu'on a à l'heure actuelle une société de plus en plus violente. On a certainement des juges d'instruction, et on l'a dit dernièrement, qui sont parfois menacés. On a des juges français qui sont protégés, on ne le sait pas. Et n'aurons-nous pas à regretter un jour de ne pas être allés au bout de la vérité à l'égard du juge Renault? Les gens qui ont assassiné mon père, commandité son assassinat, bon, évidemment que je leur en veux, évidemment, c'est effroyable ce qu'ils ont fait, mais quelque part, je peux l'expliquer. Ils étaient dans un autre système, c'était les ennemis du juge Renault, ils se sont débarrassés d'un ennemi. Mais les gens qui continuent aujourd'hui à raconter n'importe quoi, pour ne pas avoir à énoncer la vérité, et qui continuent à le disqualifier, à le discréditer en permanence pour justifier ce ratage, franchement, je crois que ça me dégoûte encore plus. Ouais. Ça me dégoûte encore plus. Ouais.